RFI, Radio France Internationale, il est 6h30 ici à Paris, 4h30 en temps universel. Xavier Besson. Bonjour à tous, l'actualité africaine ce matin avec un anniversaire qui ne sera pas fêté, le 5e anniversaire aujourd'hui du Soudan du Sud, le plus jeune pays du monde et de l'Afrique. Guerre civile qui ne se termine pas vraiment, marasme économique, crise humanitaire, relations compliquées avec le Soudan voisin, tous les voyants sont aujourd'hui encore dans le rouge. Hier des tirs ont retenti aux alentours du palais présidentiel où le chef de l'État et son vice-président, Salva Kiir et Riek Machar, donnaient une conférence de presse. Dans ce journal également, la République démocratique du Congo et l'enquête après la découverte de 6 cadavres dans la rivière Njili à Kinshasa dimanche dernier. Madagascar qui accueille depuis hier les parlementaires francophones. Et puis le Mali avec des réactions partagées à l'entrée au gouvernement d'une femme politique appartenant à la coordination des mouvements de l'Azawad. Officiellement, c'est faute d'argent pour faire des économies que le 5e anniversaire du Soudan du Sud ne sera pas marqué aujourd'hui. Mais c'est aussi faute de véritables raisons de célébrer. Hier, au moment où le chef de l'État Salva Kiir et le vice-président Riek Machar étaient réunis au palais présidentiel, des tirs ont été entendus dans Djouba, aux abords immédiats du palais, comme l'illustration en fait de la fragilité de la construction de cet État né en 2011. Et si le retour de Riek Machar dans la capitale au mois d'avril avait été accompagné d'espoir, l'équilibre politique sud-soudanais reste aujourd'hui encore très précaire. Amaury Ochard. Ils sont ennemis jurés et ils se partagent le pouvoir au Soudan du Sud. Salva Kiir est président, Riek Machar vice-président. Ensemble, ils entretiennent aujourd'hui un semblant d'équilibre dans le plus jeune État du monde. Semblant car le risque est grand que l'on retombe dans la profonde crise politique des dernières années. En 2013, le président Salva Kiir, de l'ethnie Dinka, accuse Riek Machar, qui est lui Nuer, de fomenter un coup d'État. Il le démet de ses fonctions, ce qui entraîne le pays dans un sanglant conflit armé qui va s'éterniser. Ce n'est que 2 ans plus tard, à l'été 2015, et après des dizaines de milliers de morts, qu'un accord de paix est enfin signé au Soudan du Sud. Mais celui-ci est bancal, il implique notamment le retour de Riek Machar à Djouba. Le chef de guerre refuse de rentrer, il n'a pas confiance et craint pour sa sécurité. Ce n'est qu'en avril 2016 que Riek Machar pose enfin les pieds à Djouba, après 2 ans d'absence. Aujourd'hui, un gouvernement de transition a été formé selon les termes de l'accord de paix, dans lequel sont divisées les différentes prérogatives ministérielles entre les deux camps. La prochaine étape prévue par l'accord de 2015, c'est la mise en place d'une cour internationale pour juger les crimes commis durant la crise. Mais ce dernier point fait encore débat dans le camp présidentiel. Un pays donc qui n'arrive pas à véritablement sortir de la guerre civile, à laquelle s'ajoute une crise humanitaire, un pays également à genoux économiquement, et 2 camps qui ne parviennent pas, eux, à véritablement s'entendre sur certains sujets, comme par exemple les lieux de cantonnement de leurs armées respectives. Mais il faudra bien qu'ils finissent par s'entendre, estime Daniel Booth, l'envoyé spécial des États-Unis. Pour lui, la situation est aujourd'hui critique. Les 2 hommes forts du pays, le président et le vice-président, ne peuvent pas se permettre de rater une nouvelle occasion. Il y a des rivalités personnelles, politiques, ethniques et il y a clairement un manque de confiance. Un des commandants de l'opposition a été assassiné il y a quelques jours à Djouba, ce qui a renforcé la crainte que les forces alignées au président Salva Kiir peuvent agir en toute impunité. De son côté, le gouvernement soupçonne l'opposition de recruter et de renforcer sa position dans la capitale en préparation de combats à venir. Donc oui, il y a un manque de confiance entre les 2 parties. L'accord de paix entre les 2 factions les a rassemblés au sein d'un gouvernement d'unité, certes, mais ils n'ont pas encore vraiment commencé à travailler ensemble. Et c'est problématique, parce que s'ils ne travaillent pas ensemble, cet accord de paix ne pourra pas tenir. Mais le message important ici est que le Soudan du Sud ne peut pas se permettre de rater cette 2e chance. Il y avait un grand espoir qu'après des décennies de guerre pour l'indépendance, le pays était sur la bonne voie pour se développer, notamment avec ses revenus pétroliers. Ils ont perdu cette opportunité une première fois quand ils sont retombés dans la guerre civile en décembre 2013. Et maintenant, ils ont la chance de pouvoir redémarrer à zéro. Ils ne peuvent pas se permettre de la laisser passer. L'envoyé spécial des États-Unis au Soudan du Sud au micro d'Alexandra Branjon. La guerre civile sud-soudanaise qui, en plus d'avoir tué des dizaines de milliers de personnes, en affecte aussi de nombreuses autres. Les Nations Unies comptent près d'1 700 000 déplacés. Et les perspectives ne sont pas bonnes pour Mark van der Mullen, le chef de mission de Médecins sans frontières dans le pays.
La seule chose que les habitants du Soudan du Sud font aujourd'hui, c'est fuir leur maison à cause des combats. Le nombre de gens qui vont dans les centres pour déplacer ou se cacher en campagne est énorme. Aujourd'hui, si on se réfère aux 2 dernières années, c'est un moment très grave pour le Soudan du Sud. Je pense que ce pays n'a pas encore développé les capacités nécessaires pour procurer à la population les services adéquats. Ces gens sont laissés pour compte après 2 ans et demi de guerre. Une grande partie de la population, pour beaucoup de raisons différentes, est dépendante de l'aide humanitaire. Pendant les 2 dernières années, il y a eu sans interruption des épidémies de malaria et on s'attend encore à une nouvelle épidémie cette année. On se prépare comme on peut, mais c'est très difficile. Le nombre d'enfants dont nous nous occupons est en augmentation constante. Et je ne parle pas en termes de centaines, mais en termes de milliers d'enfants en plus. Marc van der Mullen, le chef de mission de Médecins sans frontières au Soudan du Sud. Et pour aller plus loin sur ce 5e anniversaire de l'indépendance sud-soudanaise, dans moins de 10 minutes maintenant, nous recevons l'universitaire Miklos Gostoni de l'université Northwestern de Chicago. RFI. L'enquête a été confiée au parquet de grande instance de Matete à Kinshasa, en République démocratique du Congo. Une semaine maintenant, bientôt, après la découverte de 6 cadavres portant pour certains des traces de mutilation dans la rivière Njili. Une semaine après cela, donc, on ne sait toujours pas exactement ce qui s'est passé. Kamanda Wakamanda Muzembe. À ce stade de l'enquête, la procureure de la République Kaondo dit ne pas être autorisée à communiquer le moindre détail sur cette affaire. Mais selon nos sources, 4 téléphones, et non pas 2, comme affirmé il y a quelques jours, 4 téléphones cellulaires donc, ont été retrouvés sur 2 des 6 cadavres repêchés dans la rivière Djili. Et chose curieuse, ces téléphones, toujours selon les mêmes sources, n'avaient pas été transmis à la justice dans les premiers jours de l'enquête. Qui avait alors intérêt à empêcher que ces pièces arrivent entre les mains de la justice? Des questions également à propos des traces de violences observées sur l'ensemble des cadavres charriés ce dimanche-là par les eaux de la rivière Njili. Emmanuel Cole de la Fondation Bill Clinton pour la paix. Ça m'étonne un peu. Au moment où l'enquête n'a pas encore abouti, le porte-parole du gouvernement a déclaré que ce sont les Kuruna qui sont à la base de ça. Bon, je ne sais pas où elle a eu cette information. Les ONG des droits de l'homme, dont la Voix des sans-voix et la Fondation Bill Clinton pour la paix, pensent qu'il pourrait s'agir des jeunes gens suppliciés dans un endroit où ils auraient été séquestrés. C'est pourquoi ces ONG exigent une enquête indépendante à laquelle devra être également associé le Bureau conjoint des Nations Unies pour les droits de l'homme. Kamanda Muzembe, Kinshasa, RFI. La RDC, où le député d'opposition Clément Kankou a été empêché de marcher hier à Kananga, c'est dans la province du Kasaï occidental. Son parti, le Mouvement pour le Renouveau, a organisé une marche pour demander la reprise de travaux à la centrale hydroélectrique de Katende et également une centrale photovoltaïque. Manifestation interdite par les autorités de la ville qui l'avaient jugée inopportune en raison de préparatifs à la venue prochaine du président de la République congolaise dans la localité. RFI, il est 5h38 à Bangui, en Centrafrique, alors que le président Faustin Archange Touadéra fête aujourd'hui ses 100 jours au pouvoir. Le Haut Commissariat aux réfugiés des Nations Unies, lui, note un nouvel afflux de réfugiés centrafricains dans les pays voisins. D'après le HCR, lors du mois qui vient de s'écouler, 6000 personnes ont fui la région d'Ouampende dans l'ouest pour se réfugier au Tchad, mais aussi au Cameroun. Et beaucoup de ces réfugiés témoignent de violences, parlent de meurtres, d'enlèvements, de pillages et de destruction de maisons. Leo Dobbs est le porte-parole du HCR. Pour lui, la situation est d'autant plus problématique que l'aide manque de financement. Si les financements ne sont pas au niveau nécessaire, quelque chose va en pâtir. Donc nous devons faire des priorités et évidemment, nous mettons en premier ces gens qui traversent la frontière dans une situation désespérée. Mais nos missions sur le long terme sont affectées. Celles concernant l'accès à l'éducation des enfants, les soins médicaux, les moyens de subsistance, ces projets doivent être mis de côté. Vous savez, il y a tellement de crises en même temps dans le monde. Plus de 60 millions de personnes ont dû quitter le lieu où elles vivaient et un tiers sont réfugiés dans un autre pays. Il y a tellement de besoins et les subventions ne suivent pas. Le phénomène a commencé il y a 4 ou 5 ans avec l'émergence de nouveaux conflits, le retour d'anciennes rivalités. C'est sans précédent et la communauté internationale n'était pas préparée. Une des choses que nous faisons, c'est une étude globale de tout le système de financement humanitaire, car beaucoup d'autres organisations comme la nôtre sont dans la même situation.
Le porte-parole du Haut-Commissariat aux réfugiés, joint par Sébastien Nemeth. Le thème de la liberté d'expression au cœur de l'actualité en ce moment à Madagascar, alors que les parlementaires malgaches viennent d'adopter le très controversé code de la communication. C'est un revers pour la démocratie, estime ce matin Reporters sans frontières, qui dénonce des peines démesurées prévues dans ce code. Antananarive reçoit depuis hier l'Assemblée parlementaire de la francophonie avant le sommet de l'organisation au mois de novembre. Lundi, les 300 parlementaires du monde entier voteront des programmes de coopération. Et hier, le bureau permanent a choisi les thèmes à traiter. À Antananarive, Sarah Teto. À 4 mois du sommet de la francophonie, le centre de conférence internationale d'Ivat s'anime. Hier matin, une quarantaine de membres de l'Assemblée parlementaire de la francophonie a pris possession des lieux. Obamina Kunjalan-Joko est le président de cette assemblée. Je crois que pour nos frères francophones de Madagascar, c'est une forme de test grandeur nature. Parce que l'Assemblée parlementaire de la francophonie est une sorte de corollaire à l'Organisation internationale de la francophonie. Une sorte de répétition générale du sommet de novembre pour Madagascar, au cours de laquelle un sujet risque d'attirer l'attention. Au lendemain de l'adoption du Code de la communication, la liberté d'expression sera évidemment abordée, comme l'indique Didier Berbera, le président de la Commission de l'éducation, de la communication et des affaires culturelles. C'était pas à l'ordre du jour parce qu'au moment où on a fixé l'ordre du jour, c'était pas prévu. Mais cette loi, elle nous inquiète parce que toute loi qui s'oppose à la liberté de la presse pose problème. Je pense qu'on va thématiser ça et je pense que ça débordera sur Madagascar. J'appelle vraiment de mes voeux à ce qu'on trouve une solution qui permette aux journalistes malgaches et aux journalistes du monde entier en général de pouvoir travailler en toute liberté. Mais liberté signifie aussi éthique et responsabilité. Responsabilité des journalistes, mais responsabilité aussi des parlementaires de cette 42e session. Une position claire de la francophonie, habituellement grand défenseur de la liberté de la presse et des opinions, est attendue ce week-end sur ce sujet. Sarah Teto, Antananarive, RFI. Un appel à l'action en Italie. La députée européenne Cécile Kyenge estime que la classe politique de ce pays doit agir de toute urgence contre le racisme. Racisme dont la dernière illustration est la mort d'un réfugié nigérian âgé de 36 ans, tué dans une petite ville du centre de l'Italie après avoir essuyé des insultes racistes et des coups à la tête. Celle qui est également une ancienne ministre raconte qu'elle est parfois prise à partie par des individus qui lui reprochent ses origines africaines, en l'occurrence congolaises. Quand je rentre en Italie, je suis dans un programme de protection. C'est insupportable de pouvoir imaginer qu'à cette époque, une personne peut vivre dans un programme de protection à cause de la couleur de la peau. J'ai été agressée à l'aéroport de Bologne il y a un mois. C'était physique aussi, puisque la personne m'avait déjà touchée, agressée, et c'est grâce à l'intervention de mes gardes qu'on a dû éloigner. J'ai pas porté plainte puisque ça m'arrive assez souvent. Je ne peux pas vous dire combien de fois ça m'arrive, mais je n'ai pas dénoncé, mais c'est grâce à mes gardes du corps si rien de grave n'est arrivé. Les gens croient qu'ils peuvent se permettre n'importe quoi, de réagir n'importe comment. Moi, j'ai quand même des gens qui me protègent, mais il y a beaucoup de personnes qui sont à la merci de ces gens et qui n'arrivent pas à se protéger. C'est à ça qu'on doit donner une réponse. L'eurodéputée italienne Cécile Kyenge, elle a agi seule de son propre chef au Mali. Nina Wallet-Intalou s'est exprimée hier après son entrée au gouvernement. Désormais ministre de l'Artisanat et du Tourisme, elle qui est aussi membre de la CMA, la coordination des mouvements de l'Azawad. CMA qui assure que Nina Wallet-Intalou ne la représente pas au sein du gouvernement malien. En fait, sa nomination est loin de faire l'unanimité. Laetitia Bezin. Nina Wallet-Intalou fait partie des 8 femmes présentes dans ce nouveau gouvernement. Une nomination au poste de ministre de l'Artisanat et du Tourisme positive pour le parti de la majorité présidentielle. Cette entrée s'inscrit dans les recommandations de l'accord d'Alger. C'est ce qu'explique Boubacar Touré, secrétaire à la communication du bureau politique du RPM. Elle représente une minorité. Tout le monde se reconnaît dans la nouvelle équipe et également ça contribue à la réconciliation et à la paix. C'est rassurant, ça influe une nouvelle dynamique à l'équipe gouvernementale. L'opposition, elle, reste dubitative. Soumaïla Cissé, son chef de file. Ce qu'il aurait fallu d'abord, au moment où on fait le gouvernement, c'est de donner la vision. Qu'est-ce qu'on veut régler? Les mêmes hommes sont encore là avec des résultats qui n'ont pas été probants. Si on voit la position de Mme Nina pour s'occuper de l'artisanat et du tourisme, un pays où l'insécurité est devenue chronique,
Je ne pense pas que le tourisme devienne vraiment un fer de lance aujourd'hui du développement de notre pays. La coordination des mouvements de l'Azawad, elle, estime que cette nomination s'est faite en dehors des mécanismes de l'accord d'Alger et rappelle que Nina Wallet Intalou ne représente pas la CMA dans ce gouvernement. Laetitia Bezin, à Bamako, il est 4h45, 6h45 ici à Paris. Afrique Matin sur RFI. Xavier Besson. À suivre dans 5 minutes les sports, l'actualité sportive africaine avec Alexandre Seban. Mais avant cela, tout de suite, avec notre invité, on revient sur cet anniversaire sans célébration. Celui du Soudan du Sud qui fête aujourd'hui ses 5 années d'indépendance. 5 ans pour un État aujourd'hui ruiné et qui n'arrive pas à se sortir de la guerre civile. Le plus jeune pays d'Afrique est donc aujourd'hui l'un des États faillis du continent. Et notre invité est ce matin le chercheur Miklos Gostoni de l'université Northwestern de Chicago. Il répond aux questions de Léonard Vincent. Miklos Gostoni, bonjour. Bonjour. Alors 5 ans d'existence du Soudan du Sud aujourd'hui, une guerre civile qui n'en finit pas, un accord de partage du pouvoir long et difficile à mettre en œuvre. Est-ce que l'expérience de l'indépendance est un échec ? C'est la question qui bien évidemment se pose dans ce 5e anniversaire de l'indépendance du Soudan du Sud. Du point de vue politique sans doute, les deux parties en conflit ont formé un gouvernement d'unité nationale en grande mesure comme conséquence de la pression des puissances régionales et occidentales, sans une volonté politique vraie pour résoudre le conflit de fond. Le gouvernement, du point de vue financier, est clairement en faillite, ce qui a poussé de ne pas célébrer le grand jour que des générations de Sud-Soudanais ont attendu. Un contexte politique qui se trouve aussi vraiment très volatile du point de vue non seulement politique mais militaire, puisque indépendamment de cette façade d'unité du gouvernement entre le SPLA et le SPLA in opposition, se trouve toute une série de conflits locaux qui prolifèrent dans le pays. Donc aussi bien du point de vue politique que militaire et économique, ce 5e anniversaire de l'indépendance du Sud-Soudan donne peu d'espoir, disons. Alors l'accrochage jeudi soir à Djouba entre deux unités, des deux armées rivales, est-ce que selon vous c'est un signe avant-coureur d'une reprise de la guerre, comme beaucoup le craignent ? C'est sans doute préoccupant. Je ne dirais pas que cet incident nécessairement devrait pousser en soi à la guerre, mais ce qui est vrai, c'est que ces dernières semaines, toute une série d'accrochages ont eu lieu et les deux parties se trouvent dans la ville avec un manque clair de volonté politique des élites de résoudre leur conflit. La situation est tout à fait volatile et pourrait déclencher une crise comme celle de décembre 2013, sans doute. Je dirais même qu'il serait surprenant que dans les prochains mois, la guerre ne reprenne pas au Sud-Soudan. Alors justement, l'International Crisis Group a appelé très récemment les garants de l'accord de paix d'août 2015 à agir d'urgence. Que peuvent-ils faire ? Très peu. Sincèrement, très peu, parce que la situation au Sud-Soudan, du point de vue structurel, est très difficilement malléable. Il y a très peu de chemins par lesquels les pays voisins et même les pays occidentaux peuvent changer le contexte politique et militaire. Il n'y a aucune volonté de la part du gouvernement de Salva Kiir ou de l'opposition de Riek Machar de négocier. Ceci a été clair depuis le début de la guerre civile, où les deux parties ont simplement voulu jouer un peu le jeu avec la communauté internationale et de montrer une certaine volonté de négocier, alors que toutes ces négociations ont été tout simplement des stratégies de dilatation pour se réarmer, pour continuer la guerre. Et je dirais même que dans ce contexte, la possibilité plus claire pour le Soudan du Sud, c'est un conflit prolongé dans le temps où ni le gouvernement ni les groupes rebelles en opposition pourront, du point de vue militaire, s'imposer. Et donc un conflit prolongé, un peu comme les conflits dans le Soudan. Le conflit du Darfour qui, depuis plus d'une décennie, continue. Le conflit maintenant, depuis l'indépendance du Sud-Soudan, dans le Kordofan du Sud, où les Noubas sont eux aussi dans une guerre contre le gouvernement central à Khartoum depuis des années. Et toute une autre série de conflits au Soudan qui se reproduisent et continuent dans le temps. C'est vraiment très triste, mais aujourd'hui,
Il faut se poser des questions très sérieuses sur le rôle qu'a joué aussi la communauté internationale à soutenir un accord de paix, à soutenir le SPLA comme partenaire de l'accord de paix et gouvernement du Sud-Soudan. SPLA qui, depuis le début de la Seconde Guerre civile au Sud-Soudan en 1983, a montré des traits tout à fait autoritaires et surtout des traits très marqués de capture de ressources et de corruption, d'accumulation tout à fait gargantuesque dans le cas depuis 2005 des ressources pétrolières, avec des coûts extrêmes pour les populations civiles, bien évidemment. Est-ce que finalement on peut dire que le Soudan du Sud n'est qu'un État de papier ? Qu'est-ce qui reste à construire pour faire une nation au Soudan du Sud aujourd'hui ? Vous savez, le problème avec une réflexion seulement après 5 ans d'indépendance, c'est que bien sûr nous avons très peu de perspectives historiques. En grande mesure, le problème, je dirais, du Sud-Soudan aujourd'hui est que le seul acteur politique et la seule élite économique qui existe au Sud-Soudan, c'est l'élite du SPLA qui, depuis 1983, a constitué le principal groupe rebelle et que pour construire une nation, bien évidemment, il y a un besoin clair d'une élite qui peut avoir une vision et une capacité de gestion qui aille au-delà du genre de profil qu'a un groupe armé, une rébellion, surtout une rébellion du Soudan. Bien évidemment, le SPLA est un produit du Soudan, avec tout ce que cela implique, du point de vue de leur formation, de leur culture, de leur manque certaine de respect des principes de droits de l'homme, de respect des populations civiles, et une vision de développement du pays qui manque complètement. Miklos Gostoni, merci. Merci à vous et espérons que dans le futur, les anniversaires du Soudan du Sud nous donneront plus d'espoir et de raisons pour célébrer. L'universitaire Miklos Gostoni, l'invité ce matin de Léonard Vincent. Xavier Besson. L'essentiel de l'actualité internationale de ce samedi 9 juillet. Sous le choc, les Américains multiplient les appels au calme et à la tolérance. Après la tuerie survenue la nuit dernière à Dallas, 5 policiers et 2 civils ont été abattus par un homme qui voulait, selon ses propres termes, tuer des Blancs pour venger les Noirs, victimes d'abus des forces de l'ordre. Après des négociations infructueuses, le suspect, un réserviste de l'armée ayant servi en Afghanistan, a été tué. Barack Obama va écourter son séjour en Europe pour se rendre en début de semaine prochaine à Dallas. De leur côté, les 2 candidats à l'élection présidentielle, Hillary Clinton et Donald Trump, ont suspendu leur campagne. Le président américain qui est actuellement à Varsovie, où s'achève un sommet de l'OTAN. Aujourd'hui, les discussions doivent porter notamment sur l'aide à l'Afghanistan et la coopération avec l'Ukraine. Hier, l'Alliance Atlantique a décidé de déployer une force multinationale dans les pays baltes et en Pologne, tout en soulignant que le dialogue était maintenu avec la Russie. Et puis en Irak, le Premier ministre Haïdar al-Abadi a démis de leurs fonctions les 3 principaux chefs de la sécurité de Bagdad, alors qu'un attentat au camion piégé a fait près de 300 morts le week-end dernier devant un centre commercial de la capitale. Une attaque suicide a tué au moins 40 personnes jeudi soir dans un mausolée chiite au nord de la capitale irakienne. Le journal des sports tout de suite, c'était avec Alexandre Seban. Bonjour Alexandre. Bonjour Xavier, bonjour à tous. Une page se tourne dans l'histoire de l'athlétisme sénégalais. Amim Bakhtiam prend sa retraite. Amim Bakhtiam, championne du monde du 400 mètres il y a maintenant 15 ans, reste toujours la seule Sénégalaise jamais titrée au niveau mondial. Elle avait ensuite glané une 3e place 2 ans plus tard, championne d'Afrique du 400 en 2006. La sprinteuse quitte la piste sur un petit échec personnel, puis elle décide de revenir. Et à 40 ans, la sprinteuse s'était donné un dernier challenge, se qualifier pour les Jeux Olympiques de Rio. Après avoir échoué à réaliser les minima, et comme elle l'avait annoncé en mai dernier, elle prend donc sa retraite avec un des plus beaux palmarès de l'athlétisme africain. J'étais championne du monde. Aussi 3e aussi à Paris, vice-championne, c'est-à-dire médaille de bronze à Paris 2003. Je crois qu'avec les titres de championne d'Afrique, plus cette fois championne de France aussi. Donc je crois que c'est une belle carrière. Donc je me contente de ça. Oui, c'est inoubliable ce souvenir-là, Edmonton. Donc pour la première fois, une Africaine, Sénégal aussi championne du monde, je crois que c'était un jour qu'on n'oubliera à jamais dans les annales du sport sénégalais et en particulier l'Afrique. Oui, c'est un peu triste quand même, c'est un sentiment de tristesse parce que quand même c'était ma passion, l'athlétisme, c'était ma passion et puis le contact avec les milieux du sport, quand on le quitte, ça fait un peu de chagrin, mais
Mais c'est comme ça la vie, hein, donc je crois que ça a été une belle carrière. Je suis vraiment comblé et puis c'est le moment quand même de raccrocher et puis de passer à autre chose. Amine Bakhtiam, la sprinteuse sénégalaise au micro d'Antoine Grenier. En football, Alexandre, 3 rencontres du 3e tour aller de qualification de la CAN des moins de 20 ans ce samedi. Avec notamment la confrontation entre le Sénégal et le Ghana, respectivement 2e et 3e de la dernière édition. Une des deux nations ne prendra pas part à la prochaine. Le Burkina Faso, de son côté, recevra le Mali pour des retrouvailles au même stade de la compétition. Trova Boni, le capitaine burkinabé. On a assez bien préparé le match, très bien moralement, mentalement et physiquement. Les entraîneurs ont tout fait pour nous mettre dans de bonnes conditions. Et nous, de notre côté, on va tout faire pour faire plaisir à la nation. On va se battre pour le drapeau et donner le meilleur de nous afin d'avoir un bon résultat avant le match retour. Il n'est pas obligé aussi qu'on gagne forcément Ouara. Comme vous l'avez vu contre le Congo, on a fait un faux pas ici, mais on n'a pas baissé les bras. On a continué, on a eu la qualification au Congo. Si on va tout faire, on va se donner à fond pour avoir un bon résultat ici. Trova Boni, le capitaine burkinabé au micro de Gabriel Barois. Dernière rencontre de la journée, la Gambie reçoit la Guinée. Au Nigeria, ils ne sont plus que 3 à pouvoir briguer le poste de sélectionneur national. Qui succédera à Sunday Oliseh, démissionnaire en février dernier et en conflit avec sa fédération pour des affaires de salaire impayés. À présent, la fédération nigériane annonce que ses successeurs seront choisis entre Paul Le Guen, 3 fois champion de France avec Lyon et ancien sélectionneur du Cameroun, Tom Saint-Fiet, le Belge qui a récemment quitté la sélection togolaise, et enfin Salifou Youssouf qui a dirigé les Super Eagles lors des 2 derniers matchs amicaux contre le Mali et le Luxembourg. On termine avec le cyclisme. La grande boucle sourit toujours à l'équipe sud-africaine Dimension Data. Et la formation sud-africaine qui a engrangé sa 4e victoire hier avec le succès en solitaire de Steve Cummings, le Britannique vainqueur à l'issue des 162 km courus entre l'île Jourdain et le lac de Payolle. Parti en solitaire à 20 km du but, Cummings n'a plus été rattrapé. Alors Dimension Data va-t-elle continuer sa série de victoires lors de la 8e étape entre Pau et Bagnères de Luchon aujourd'hui? Bien écoutez le résultat ce soir dans Mondial Sport 21h10 TU, présenté par Pierre Chaperon et Antoine Grenier. Merci Alexandre Seban, c'était le journal des sports. Il est bientôt 6h57 ici à Paris. Restez avec nous. Dans un instant, nous allons en Suisse. En Suisse et précisément à Montreux, où le festival de jazz de la ville fête cette année sa 50e édition. Un festival qui est aussi connu pour le chalet de son fondateur, une luxueuse propriété perchée dans les montagnes et qui est aujourd'hui devenue une sorte de pèlerinage et pour les artistes aussi un refuge. Visite guidée avec Grégoire Sauvage. Attention à votre tête, tout est très bas. On rentre tête baissée dans cette vieille ferme d'alpage au plafond bas, achetée par Claude Nobs en 1984. À l'intérieur, on ne sait plus où donner de la tête. Les objets s'accumulent par centaines. Petits trains, objets d'art, tableaux, motos, instruments de musique, flippers. Ici, 2 kimonos offerts par Freddie Mercury. Là, une paire de chaussures bleues ayant appartenu à David Bowie. Et bien sûr, c'est jazz à tous les étages, sur des installations sonores et vidéo dernier cri. L'endroit a beau ressembler à un musée, le lieu est encore habité par Thierry Amsalem, l'ancien compagnon de Claude Nobs. Claude qui avait l'esprit cuisinier, hôtelier, restaurateur, puisque c'était quand même au début de sa carrière, il était meilleur jeune chef cuisinier en Suisse. Ça l'a beaucoup aidé pour recevoir les gens. Il a organisé vraiment tout le temps des rencontres, des dîners, des grandes fêtes ici. Et ce lieu est mythique par rapport à ça. On a reçu quasiment tous les musiciens qui sont venus à Montreux. Au sous-sol d'un 2e chalet plus récent, on trouve également une impressionnante collection de 50 000 vinyles, des 33 tours et des 78 tours. Claude s'amusait tout le temps à écouter la musique. 78 tours sur les jukebox avec le son de l'époque, c'est incroyable. Et c'est possible d'aller écouter un disque sur un jukebox ? Oui, bien sûr. Dans une annexe du chalet sont conservées les archives de Claude Nobs. Elles viennent d'être entièrement numérisées. 5000 heures de concerts filmés à Montreux, classés au patrimoine mondial de l'UNESCO.
parle plus ou moins d'environ 14 000 bandes cassettes qui sont ici. Julien Rémy, de l'école polytechnique de Lausanne. Une chose assez intéressante, c'est que Claude Nobs, s'il aimait la musique, il aimait aussi la technologie. Et dès 1991, il y a la captation haute définition analogique et l'enregistrement live de concert. Le premier qui a été fait, c'était Sting. Aujourd'hui encore, tous les artistes de passage au festival sont invités au chalet pour dîner ou simplement pour profiter d'un instant hors du temps dans un jardin paradisiaque surplombant les eaux scintillantes du lac Léman. 50 ans après, la légende de Montreux continue à s'écrire. Un reportage de Grégoire Sauvage. Le festival de Montreux, c'est jusqu'au 16 juillet, jusqu'à samedi prochain. Tout de suite sur RFI, c'est un journal.